bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enquête de Région, votre émission d'enquête et de reportage sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Un numéro consacré à l'accès aux soins. En Afrique ou près de chez nous, vous allez voir que les difficultés sont bien réelles, mais des professionnels de notre région se mobilisent pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Au Burkina Faso, croyances et superstitions restent tenaces. Une équipe de médecins dijonnais opère des enfants atteints de malformations maxillofaciales. Noma. Super. L'ambossou mental. L'objectif, leur rendre le sourire, mais surtout une place dans la société. Donc on va reconstruire la lèvre et la joue. Vous verrez, ça nous prendra à peu près 1 heure et on aura de bons résultats. Pauvres, handicapés, isolés ou âgés, ils ne se soignent plus ou mal. Les structures existantes se battent pour que l'accès aux soins de tous soit une réalité. Nous sommes allés en Franche-Comté à la rencontre de ceux que la misère rend malades et de ceux qui les aident à relever la tête. Personne n'a l'abri d'un coup dur. Faut pas se croire, on va dire, supérieur, entre guillemets. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand. Ça ne prévient pas. L'accès aux soins pour tous, c'est tout de suite dans Enquête de Région. C'est un document exceptionnel que je vous propose de découvrir au début de cette émission. Un reportage tourné en mai dernier par une de nos équipes au Burkina Faso. Nous y avons suivi une mission humanitaire de médecins et d'infirmières principalement venus de Dijon. Mission organisée avec l'association La Chaîne de l'Espoir. Pendant 10 jours, ils ont opéré principalement des enfants pour leur redonner un visage, mais surtout une place dans la société. Le Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest situé dans la partie centrale du Sahel. Avec 19 millions d'habitants, il est un des pays les plus pauvres au monde. La moitié de la population a moins de 20 ans. Le taux de mortalité infantile y est de 5%. De cette pauvreté se nourrit une maladie, le Noma, qui dévore le visage des enfants. Au départ, c'est une simple gingivite qui, si elle n'est pas soignée, nécrose le visage. 80 000 enfants meurent chaque année au Burkina. Pourtant, les rescapés du Noma existent. Leur rendre le sourire, c'est la mission d'une équipe de médecins dijonnais. Bonne arrivée. Si la partie médicale est bien dirigée par le professeur Narcisse Vetienga, sur place, c'est Jennifer qui s'occupe de tout. Elle est coordinatrice pour la chaîne de l'Espoir. Oui, mais on va pas avec eux. Vous êtes 8. C'est une mission comme aller au bloc tous les jours à Dijon, là c'est pareil pour vous? Bah non, c'est pas pareil. Déjà, rien que par la température, ça change un peu. Et puis, disons qu'on va aider les gens, mais autrement. Et puis, ça fait quand même partie de notre métier que d'aller aider quelqu'un qui est plus dans le besoin que nous. Narcisse et son équipe se connaissent bien. La plupart travaillent ensemble au CHU de Dijon et viennent ici bénévolement 2 fois par an. Pour cette 10e mission, ils intègrent une petite nouvelle. C'est la première fois, ouais. Et je suis très contente, j'attends de voir, mais je suis enchantée. D'une mission sur l'autre, on parle de la suivante, on prépare entre chaque mission, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui change par rapport au bloc dijonnais ?
Parce que vous n'avez pas tellement le temps de visiter le pays, de vous promener. On ne vient pas pour ça. On ne vient pas du tout pour visiter le pays. Non, ce qui change, c'est les patients, leur spontanéité, leurs besoins. On rend service, on a l'impression encore plus d'être utile qu'à Dijon, réellement. Ah ben, on ne fait pas 80 patients en 5 jours à Dijon, hein. C'est pas possible. Non. Dans 2 salles d'opération. La mission ne dure que 10 jours. Un gros travail de sélection des patients est donc nécessaire en amont. C'est le travail de Jennifer. Elle vit désormais au Burkina et travaille avec 2 associations partenaires. Salut. Ce matin, elle a rendez-vous avec Augustin, le responsable du centre Biladga, pour faire un dernier point sur les dossiers. Il y en a qui sont venus quand même, qui n'ont pas été convoqués, mais qui connaissent la date. Ah, ils ont su. Voilà, ils ont su. Hier, on a refoulé une dizaine hier. Ok. Lui, on l'a déjà opéré, hein, c'est ça? Oui. Ils viennent pour une deuxième. Pour la deuxième, on a fait la lèvre. Et là, c'est le palais. Hein. Ouais, mais c'est bien que la maman l'ait ramené, même si maintenant physiquement ça se voit plus. Mais pour le petit, c'est important. Ouais. Parfois, les familles se disent ça y est, c'est réglé parce qu'on a fermé ce qui était visible. Mais le palais, ça a un vrai rôle pour la parole, pour la nourriture, pour éviter les fausses routes. Et donc là, nous, on est ravis à chaque fois parce que le travail que font Ibani et Alphonse, de garder ce lien avec les patients, nous permet de les avoir sur la deuxième temps opératoire. Augustin lutte depuis 10 ans contre le Noma et les autres malformations de la face. Ça va. Oui, ça va, c'est pas trop... Oui, ça va quand même. Et du coup, par rapport à sa fente, au village, les gens, est-ce qu'ils pensaient que c'était le mauvais œil ou est-ce qu'il était quand même bien intégré? Ils se disent c'est quoi? C'est ça. C'est un génie, voilà, ils ont des croyances. Du coup, là, on a enlevé la barrière croyance, Voilà. mais lui, pour que ça s'améliore vraiment, il faut que le palais soit bouché pour qu'il puisse mieux s'exprimer, quoi. Le monsieur. Après, ça va être bien, hein. Il va bien parler, aller à l'école. Ici, on accueille les patients en pré- et post-opératoire pendant l'émission. Le reste de l'année, Augustin et son équipe parcourent le pays pour sensibiliser les populations au Noma. Il y a des moments, j'amène moi-même mes photos, voilà, pour montrer avant comment c'était quand j'avais la tumeur et après l'opération. Donc ça donne confiance aux gens de venir avec nous. Chaque campagne, on recevait 200 à 300 patients dans le centre ici. Même s'ils n'ont pas la chance de se faire opérer, au moins il y a déjà la sensibilisation. Donc il y a la sensibilisation, c'est-à-dire qu'ils repartent dans leur village avec certaines connaissances d'hygiène élémentaire et tout ça. Donc ça contribue déjà à beaucoup de choses. Le Noma est une maladie. Et pour sensibiliser, tous les moyens sont bons pour Augustin. Musicien lui-même, il a monté un groupe, les African Boys. Et quand on le voit de ses propres yeux, on ne peut plus jamais l'oublier. Docteur Bertrand Picard. À l'autre bout de la ville, Gilbert a les mêmes préoccupations. Il travaille en étroite collaboration avec les centres de santé communautaires répartis sur le territoire. Depuis quelques jours, les patients convoqués pour les opérations commencent à arriver. Ah, ok. Il a sauvé le petit Olivier parce qu'il est venu depuis Banfora et il avait effectivement le Noma frais. Il faut que l'identification soit rapide et les soins. Mais dans le contexte africain, généralement, les gens restent au village, ils commencent par des décoctions, ainsi de suite. Alors que le Noma, en 1-2 semaines, en tout cas, il a déjà fait son travail. Il a déjà posé ses séquelles, tout et tout. Mais sinon, si le Noma est identifié dès les premiers instants, le Noma se soigne. Mais pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner. Pendant l'émission, Laetitia prépare le taux pour 60 personnes. Ici, on retape les petits patients avant l'opération, car dans certains cas, même manger est un combat. C'est aussi pour ça qu'Awa et son grand frère ont fait un long voyage. Soyez la bienvenue. Oui, merci.
Et c'est du Sénégal. Maintenant, c'est qu'il y a une mission chirurgicale prévue pour le 2 mai. Alors, nous allons la présenter. Mais en attendant de ça, c'est un bain de bouche. Les bains de bouche, c'est après chaque repas. Contrairement à 80% des enfants victimes du Noma, Awa a survécu. L'infection a rongé une partie de son visage, mais ne se propagera plus. Aujourd'hui, il faut le reconstruire pour qu'Awa puisse retrouver la parole et démarrer une nouvelle vie. On ne connaît pas son avenir. Elle peut aller jusqu'à donner un premier ministre ou bien. Awa va retrouver son visage. Ça, si et ça, je n'en doute pas. Le chirurgien va faire son travail et moi, je serai là pour l'accompagner dans les soins jusqu'à ce qu'il retrouve, pour faciliter son insertion sociale. Le dossier d'Awa est prêt. Demain, comme une centaine d'autres patients, elle rencontrera l'équipe de médecins dijonnais qui valideront son opération. Il est à peine 8 heures. Aliou, le grand frère d'Awa, attend déjà pour la consultation. Ça, c'est dans le tiroir. Pendant ce temps-là, l'équipe médicale prend ses marques. Médecins, anesthésistes, infirmières, chacun connaît son rôle et répartit son matériel. 2 oxygénés de bétadine dans la chambre. En 10 jours, l'équipe opérera pas moins de 80 patients. Heureusement, Véronique connaît bien les lieux. Oui, je suis chez moi, mais au début, c'est un peu compliqué. Il faut le temps de tout organiser. Mais on a nos repères quand même. On commence à avoir quelques habitudes, donc ça va relativement pas mal. Et le matériel pour refuser, je vais en chercher là. J'ai hâte parce que je voudrais bien savoir mettre une image sur tout ce qu'on m'a dit, quoi. Ça va me parler plus. Là. Ils ont 2 heures avant le début de la consultation pour s'approprier les blocs. Les 2 salles d'opération tourneront 10 heures par jour. À peine le temps de se changer que les visites commencent. On va voir physiquement les patients, poser les indications et pouvoir faire le planning de toute la semaine de la mission. Ça va être quoi votre mission ce matin? De vérifier l'identité du patient et de lui mettre son bracelet d'identification. Et s'il est pris au bloc, on confirme effectivement avec le bracelet, sinon on enlève le bracelet. Première étape, revoir les opérés des missions précédentes. Alicia a été opérée la dernière fois. Sa mâchoire était entièrement soudée. Il n'a pas eu de... il n'a pas eu de rééducation. 6 mois plus tard, les médecins sont un peu déçus. La rééducation n'a pas été faite sérieusement. Enfin bon, les résultats ne sont pas... Parce que 5 kilés... Bon. Ça, il y en a beaucoup moins qu'il y avait un vrai maximum. C'est quelqu'un que vous avez déjà opéré? Oui, je vous montrerai après si vous voulez. Elle sortait la langue par ici. Ça, c'était avant de l'opérer. Ça, c'était il y a 6 mois. Dans les nomas, en général, il y a des problèmes de constriction de la mâchoire. Dans son cas, elle a une ouverture buccale qui est correcte. Donc elle, a priori, si on la revoit pas, on est très content, c'est que ça va bien. Bonne nouvelle pour Adzeta. Elle n'a plus besoin de soins et va pouvoir profiter de la vie à visage découvert. Dans le couloir, les patients s'entassent et la température monte. Il fait plus de 40 degrés. Vous suivez toujours? Oui, ça va, ça va. Il fait de plus en plus chaud, mais ça va. Vous avez le cœur bien accroché, là? Comment... Ouais, un peu impressionnant quand même. Il y a des photos un peu dures à voir. Hein. Il est midi. C'est enfin au tour d'Awa de passer entre les mains des médecins. Ok, Noma. Super. L'embossement mental. Elle est parmi les prioritaires. Voilà, donc on va reconstruire la lèvre et la joue. Vous verrez, ça nous prendra à peu près 1 heure et on aura de bons résultats. Les patients s'enchaînent toute la journée. Voilà mon petit loulou.
José a lui aussi le droit à son bracelet. Lui, je suis en train de le voir là. Il ne faut pas qu'il s'en aille, lui. Il va être réopéré de son bec de lièvre, car lors des missions, priorité est donnée aux enfants. Si pour les chirurgiens, quasiment toutes les opérations sont possibles, ce n'est pas toujours le cas pour les anesthésistes, notamment pour les bébés. Ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est vrai qu'on n'a pas trop de visibilité sur les antécédents, donc en dessous de 3 kilos, il faut discuter un petit peu quand même. Donc nous, on est spécialisé en anesthésie pédiatrique au CHU à Dijon et donc on a l'habitude de s'occuper d'enfants plus petits. Le problème est plutôt la suite opératoire. C'est-à-dire, à Dijon, les enfants très fragiles et tout petits, on pourrait les mettre en soins intensifs. Ici, il n'y a pas de soins intensifs. Donc si l'intervention n'est pas urgente, ce qui est le cas ici, eh bien on préfère attendre à la prochaine mission. Ils auront 6 mois de plus et puis on pourra les opérer dans de bonnes conditions. C'était le cas de Nathalie et de son bébé lors de la dernière mission. Cette fois, elle a obtenu le précieux sésame pour Vincent de Paul. Il sera opéré par l'équipe venue de France. Voir cet enfant né comme ça, et puis par la grâce de Dieu, on va dire qu'il sera opéré, sera guéri. C'est une joie pour moi déjà. Et je bénis le Seigneur pour cela, qu'il achève ce qu'il a commencé. Fin de journée pour Vincent de Paul, José, Awa et tous les autres. Ils rentrent au centre prendre du repos, car les opérations commencent dès demain. C'est enfin le grand jour pour José et Awa. Admis ce matin à l'hôpital, ils attendent l'opération avec un mélange d'impatience et d'appréhension. Allez, let's go! C'est Anne-Lise, l'anesthésiste, qui vient chercher José. C'est la première intervention de la mission. Un cas simple pour démarrer. Ça y est, c'est parti. On va opérer José pour reprendre sa lèvre. Il avait déjà été opéré une fois et là on va faire un petit compliment. Une fois José bien endormi, les chirurgiens plastiques entrent en scène. L'intervention est assez bénigne. Julien en profite pour donner quelques conseils à Saturnin, un chirurgien à l'hôpital. Ok. Donc, comment ça marche? On commence au niveau directement du filtrum, ce qui n'est pas facile parce qu'il a déjà été opéré, lui. Il fait le triangle équilatéral. D'accord. Tac. Car en plus d'opérer, les équipes françaises viennent former les futurs médecins. Une spécialisation en chirurgie maxillofaciale a même été mise en place. Donc on va regarder au niveau de la muqueuse jugale pour chercher des lésions comme des lichens blancs, des choses comme ça. À chaque fois, ils sont une dizaine d'étudiants à assister l'équipe. Un véritable compagnonnage plus ou moins actif en fonction de l'avancement de leurs études. Ça nous permet d'avoir au fait une autre image de la chose parce qu'il y a ce qu'on voit, qu'on décrit dans le livre et tant que tu n'as pas vu ça, tant que tu n'as pas vu faire, c'est difficile. Mais on a vu beaucoup de cas ici, on s'est exercé à la mission et ça nous a permis maintenant dans notre quotidien de pouvoir aider les gens. La première année, on leur donne d'abord le bagage théorique. La deuxième année, on commence à leur faire certaines choses. La troisième année, on les laisse libres sur certaines pathologies, comme par exemple les fentes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, on avance. Et la transmission marche dans les deux sens. Francine est bien loin de son habituelle salle de réveil aseptisée et climatisée. Aujourd'hui, elle s'occupe de l'accueil des petits patients avant les interventions. Par exemple, l'intervention était tôt ce matin, qu'elle est terminée et que l'anesthésiste décide qu'il peut partir. Qu'est-ce qu'on fait du dossier, tout ça En général, tous les patients font une nuit ici. Ils ont une chambre, ils font une nuit et le lendemain, maintenant, ils partent dans les maisons de soins. Elle n'a pas bu ni mangé, là. Elle est bien... Ouais. Alors là, on a son nom, ton prénom. On a pourquoi tu viens. Tu es toute prête pour aller au bloc, d'accord? Et quand tu vas revenir, moi je serai là pour t'accueillir, d'accord? Hein, ouais. Francine, on est loin de Dijon là pour les conditions de travail.
Ah ben très très loin, oui, oui, effectivement. Bon, déjà par la température qu'il fait ici, hein, c'est horrible. Et puis sinon, bah, ce qui est super, c'est qu'on accompagne vraiment les petits, ce que je ne fais pas moi habituellement à Dijon. Hein. Pourquoi vous avez voulu venir? Je voulais partager un peu tout ça et puis ben, réapprendre des tas de choses aussi, quoi. Autant sur les pathologies que sur les contacts humains, que sur les échanges, enfin tout ce côté qu'on ne voit pas forcément en France et à Dijon, quoi. Bonjour. Je vais chercher Awa. Bonjour. Bonjour Awa. Ça va? Oui, ça va. C'est moi qui vais te faire dormir un petit peu. Fontana. Elle n'a pas peur. Elle m'a dit tout de suite, quand tu opères, tu dois dormir. Ah, tu ne sentirais pas rien. Il m'a dit ça. Avant, elle est contente. Il m'a dit tout de suite, je veux avoir une bouche fermée. Je lui ai dit oui. Oh, mais non, on ça va va bien bien. s'occuper de toi, on va guérir. Ça va bien aller. Hein? Voilà. C'est grand, tu vas avoir une fuite. Oui, je vais voir. Mais ça va, On va voir. C'est un petit peu compliqué parce que justement on a des fuites avec le masque. Le masque il est déjà grand, c'est un masque pour adultes. Et il y a des fuites, donc elle a mis un petit peu plus longtemps que d'habitude à s'endormir. Le cas d'Awa relève, lui, de la chirurgie maxillofaciale. L'expérience et les 4 mains de Narcisse et Angel ne seront pas de trop pour l'opérer. Du coup, c'est l'affluence au bloc. Un bel exemple de reconstruction faciale pour les étudiants. Par rapport à la technique, donc nous apprenons beaucoup avec le professeur parce que au niveau de Dijon, le plateau technique est beaucoup plus fourni. Donc ils viennent avec un équipement, avec des anesthésistes assez expérimentés, ce qui leur permet de prendre en charge la plupart des pathologies que nous n'avons pas à prendre en charge ici. On libère juste ça déjà pour voir. On fixe avec le fil. Voilà, par contre ça va saigner. Donc tu as le bistouri. Nous, on voit là les formes, mais les formes sont transformées par les expressions. Donc déjà qu'on ait une gamine avec une expression positive, c'est très important. Les séquelles de Noma, parce qu'en fait on parle de Noma, mais on s'occupe des séquelles de Noma. Le vrai but, c'est vraiment de les remettre dans la société. C'est pas juste de refaire un lambeau, mais il faudra aussi faire de telle sorte que les gens arrivent au fur et à mesure à oublier que ces patients ont eu un Noma, parce que quelquefois les croyances sont dures. 3 heures plus tard, Awa sort du bloc avec son nouveau visage. D'ici peu, elle rejoindra José, qui l'attend déjà impatiemment dans sa chambre. À peine une nuit à l'hôpital et nos petits patients sont déjà de retour au centre d'accueil. Si José est déjà bien remis de l'anesthésie, Awa, elle, est encore un peu fatiguée. Avant de reprendre la route pour le Sénégal, elle retourne entre les mains d'Omar. Awa va rester ici au centre pour faire ses soins post-op. En principe, avec l'antibiothérapie que nous utilisons maximum, en 8 jours seulement, Awa peut rentrer chez elle. Pendant qu'eux se reposent encore un peu, la journée est déjà bien avancée pour notre équipe dijonnaise. Donc elle n'a pas pris son biberon, elle n'a pas tété, rien. Francine est toujours affectée à la préparation des patients. Aujourd'hui, on opère les premiers bébés, dont Vincent de Paul. Tout se passe comme il faut, tout le monde est là, les bébés pleurent parce qu'ils ont très faim, ils n'ont pas mangé. Mais sinon, tout va. Ça suit bien son cours, ça va. Je vois un petit peu d'émotion pour les tout petits. Bah, bien sûr, j'ai envie de les prendre dans les bras. Peut-être au retour.
Une opération bénigne pour nos chirurgiens plastiques. Ils ont désormais pris leur rythme de croisière avec une moyenne de 10 interventions par jour sur 2 blocs. Et la théorie cède la place à la pratique pour les futurs chirurgiens. Ok, alors ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Tu veux enlever le frein? Tu veux tout Non, enlever? non, non, je n'enlèverai pas le frein. Pourquoi est-ce que tu vas comme ça? Quel argument? Si tu as un argument, je veux bien, mais il faut que tu me le donnes. En fait, bon, c'était pour pouvoir avoir l'encoche, pouvoir fermer avec l'autre côté. Mais là, tu vas réduire significativement ta lèvre. 80% de l'intervention, c'est le dessin. Si vous avez bien fait votre dessin, vous suivez votre dessin, c'est fini, vous n'avez même pas besoin de réfléchir trop pendant l'intervention. Donc c'est la partie la plus compliquée à intégrer, parce qu'il y a beaucoup de paramètres où on peut faire des erreurs. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai dû mettre 2 ans à vraiment commencer à intégrer ce dessin. Là, malgré ce qu'il dit, il est quand même un peu stressé, mais c'est dans ces moments-là aussi que l'adrénaline fait son effet, qu'on imprime beaucoup plus les choses, qu'on se dit « Ah, je m'étais trompé, donc… » et on n'oublie plus ensuite. En moins de 2 heures, Vincent de Paul a regagné sa chambre. Coucou, tout va bien? Ouais. Il pleure pas? Non, il a pas mal. On va laisser encore un petit peu la perfusion. Oui. Et puis dès qu'on a passé ce qui calme la douleur, on pourra l'enlever. Donc tout est normal. Non, c'est Vincent de Paul. Une semaine à peine après l'opération, il n'y paraît déjà presque plus. On va prendre la photo. Il est beau, hein, votre enfant. J'aurais pu être le papa. Vincent de Paul, José et Awa vont pouvoir rentrer chez eux, reprendre le cours de leur vie. Car en plus d'un visage, ces opérations leur rendent une place dans la société. Alicia, elle, a été opérée en novembre dernier d'un OMA. Et même si les médecins français ne sont pas entièrement satisfaits de sa rééducation, elle est retournée à l'école avec ses camarades. Et ce n'est pas peu fière qu'elle fait désormais la lecture à son père. Géographie, le climat du Burkina Faso. Le Burkina Faso a un climat tropical. Il a une saison sèche et une saison pluvieuse. Ça te plaît l'école? Mais si je parle là-haut, on me rit. Ah, on te rit encore? Non. Avant là. Avant? Et plus maintenant? Non. Tu sais, dans le village, là, souvent, on met les enfants ensemble, s'assoient et tous. Mais elle, bon, tellement comme elle ne peut pas manger, la bouche ne s'ouvre pas. Pour mettre la nourriture là, c'est difficile. Il faut enlever un peu pour pousser, pour que ça va rentrer. Parce que ma bouche là, ça ne peut pas ouvert. Ça change carrément. Maintenant, même quand je vois comme ça, là, je suis content. Comme Alicia, plus de 600 patients sont déjà passés entre les mains des médecins de la chaîne de l'espoir au Burkina Faso. Et ce n'est pas fini. Professeur Zetianga, merci de nous accueillir ici dans ce service de chirurgie maxillofaciale que vous dirigez au CHU de Dijon. On vient de vous voir pendant quelques minutes, là, pendant ces dizaines de jours en mai dernier avec toute votre équipe au Burkina Faso. Burkina Faso, vous connaissez bien parce que c'est un peu chez vous, non? C'est même pas un peu chez moi. J'y suis né, donc je suis originaire du Burkina Faso. Disons que j'ai commencé à faire mes premières missions donc au Nigeria, puis après en Éthiopie. Et ensuite, j'ai choisi le Burkina Faso pour plusieurs objectifs. La première, évidemment, c'était de soigner au Burkina Faso. Mais il y avait aussi le fait de former des chirurgiens maxillofaciaux sur place, puisque j'ai contribué à ce qu'on mette en place
un diplôme de chirurgie maxillofaciale. Ça veut dire que votre objectif, c'est quoi? C'est un jour ne plus avoir besoin d'y aller, que les médecins là-bas puissent faire le travail que vous accomplissez actuellement? Exactement. Est-ce que c'est facile de agréger autour de soi, pour une mission humanitaire comme ça, avec la chaîne de l'espoir, des médecins, des infirmières ici de Dijon? Comment vous arrivez à les convaincre et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ah mais je ne les convainc pas. Quand on fait ce métier, soigner, ça veut dire prendre soin des gens. Donc qu'on soit infirmier ou aide-soignant ou médecin, on a cela en nous. Donc on n'a pas besoin de les convaincre. Oui, mais ils soignent ici, ils pourraient très bien ne pas aller là-bas avec vous. Oui, mais soigner ici ou soigner là-bas, c'est pareil. Soigner partout, c'est pareil. Aujourd'hui, donnez-nous des nouvelles des patients qu'on a vus au mois de mai dernier dans ce reportage. Awa et tous les autres enfants qui, au Burkina, ont bénéficié de votre aide. Tout le monde va bien, que ce soit Awa ou Adama, tous ces patients vont bien. On va les revoir bientôt au mois de janvier. Et donc les structures qui les surveillent nous disent que tout va bien. On a donne des nouvelles régulièrement. Tout à fait. On a reçu des photos, ils sont rentrés chez eux et tout va bien. Le but de l'intervention pendant l'émission, c'est quand même de remettre le patient dans son milieu social. Il y a des adultes qui ont par exemple des malformations, ce qu'on appelle des fentes labiales. Dès qu'on a fait l'intervention, au bout de quelques semaines, on apprend qu'ils ont retrouvé un travail ou bien qu'ils se sont fiancés. Le patient, il fait le maximum de choses, sans oublier ce qu'il nous donne en retour, comme leçon de vie. Je vais aller rencontrer dans un instant d'autres personnes qui ont participé à cette aventure, j'ai envie de dire, médicale avec vous, cette mission humanitaire au Burkina. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les médecins, les infirmières qui sont revenus au mois de mai de cette expérience? Qu'est-ce qu'ils gardent? Ils gardent quand même une richesse personnelle. Vous savez, quelquefois, les mots sont un peu plus compliqués à sortir que le comportement de la personne, que la façon d'être de la personne, bien sûr. Ils sont changés un peu? Ah ben oui, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans l'avion ou quelques jours avant, ils sont très excités, ils se font des calculs, ils imaginent des choses. Voilà, ils imaginent des choses et quand ils arrivent, c'est complètement différent. Et quand ils reviennent, on voit bien qu'ils ont été, je dirais pas transformés, mais oui, une sorte de transmutation. Oui. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accueillis dans votre service. Je vais voir vos collègues pour voir comment elles ont vécu aussi cette mission humanitaire. Et puis, bonne mission en janvier prochain auprès des enfants au Burkina Faso. Merci. Merci. Docteur Leslie Annecy, vous êtes chirurgien plasticien. Véronique Chouchan, vous êtes infirmière anesthésiste. Et on a vu l'une des missions que vous avez réalisées en mai dernier au Burkina Faso auprès de ces enfants. Vous faites ces missions humanitaires depuis environ 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un jour vous avez décidé, alors que vous avez beaucoup de travail, vous me donnez un peu de votre temps aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de travail ici, vous avez décidé de partir soigner des enfants finalement un peu à l'autre bout du monde? Qu'est-ce que tu veux répondre, Véro? Moi, j'ai envie de donner la chance à ces petits bébés de pouvoir récupérer la fonction de bien manger, de leur sourire, et tout comme en France, qu'ils aient la chance d'avoir les mêmes possibilités que chez nous, qui les pauvres, malheureusement, n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes choses. Et vraiment, je trouve ça super qu'ils puissent être opérés au même âge que chez nous. On arrive à leur redonner ça et c'est vraiment... Je trouve ça extra. Alors, c'est vrai que c'est... pour les mêmes raisons. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir cette proposition par le professeur Zwetchenga, qui est mon chef de service. Et lui, part en mission depuis déjà de nombreuses années. Donc, il m'en a parlé un petit peu avant que je passe ma thèse. Et c'est vrai que ça avait toujours été un objectif, même en étant thésé, en étant praticien, de pouvoir partir en mission humanitaire et de pouvoir mettre à disposition les capacités techniques, théoriques qu'on apprend en France, pour ceux qui ont moins de chance, comme l'a dit Véronique. On a vu des images qui sont impressionnantes, des enfants aux bouches déformées, au visage déformé. J'imagine que la première fois qu'on débarque là-bas, même si on est du personnel médical et qu'on sait bien, qu'on a lu dans les livres les maladies, etc., j'imagine que la première fois, ça fait comme nous, quand on a vu ces images il y a quelques minutes, un choc, non? C'est vraiment, parce que vous dites lu dans les livres, même pas.
pour parler du Noma principalement, c'est une maladie qui est méconnue, qui a existé en France, en Europe, il y a vraiment de nombreuses années. Ça veut dire que dans vos cours de médecine, on ne vous apprend pas de... Ah non, le Noma, on n'en parle pas du tout, tellement c'était des cas très rares qui sont survenus il y a de nombreuses années. Donc là, c'était vraiment une découverte, même si le professeur Zvechenga, on soignait déjà avant, il nous a un petit peu briefé. Oui. C'est sûr que quand on arrive, il y a vraiment le choc de voir ses patients. Et notamment ses enfants. Et ses enfants. Évidemment, oui. Voir des enfants dans cette situation-là, c'est vraiment, j'allais dire, traumatisant. En tout cas, pour nous, extérieurs, quand on regarde les images de ce reportage qu'on vient de voir. Véronique, vous, la première fois que vous êtes allée là-bas? C'est très, très impressionnant. On n'imagine pas que ça peut exister et qu'il y a ça dans nos... Oui, franchement, c'est inimaginable. Et chaque mission, on voit des choses très compliquées, très difficiles. Il y a toujours plus. À chaque fois, on voit vraiment des choses qu'on ne pensait pas qui existaient et qu'on pouvait voir. Vous avez fait toutes les deux plusieurs missions sur place. Oui. J'ai compris ce qui vous avait poussé à y aller. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner? Il y a des patients qu'on a déjà fait et qu'on reprend. On ne peut pas faire en une fois. Il faut y retourner 2-3 fois, donc suivre l'évolution, voir où ça en est, ce qu'on peut améliorer, faire en plus. Donc, puis oui, une fois qu'on a commencé, on a vraiment l'impression d'être très très utile et on a envie d'y retourner, c'est sûr. Est-ce que l'expérience vécue sur place, avec les patients, avec les médecins qui sont sur place, les infirmières qui sont sur place, ça vous apporte, ça irrigue votre travail au quotidien? Et en quoi? Ça permet de relativiser, je trouve, beaucoup de choses. Parce que je trouve qu'ici, on se prend des fois un peu la tête, on a une pression qu'on a, et on peut travailler sans cette pression, être aussi efficace. Et à chaque fois qu'on revient, moi, j'ai les premières heures, je me dis, oh là là là, mais c'est terrible ici, on complique la vie avec plein de choses, qui finalement, on travaille aussi bien. Et en même temps, on connaît les problèmes de l'hôpital public aujourd'hui en France, les difficultés, les grèves des services des urgences, etc., le plan d'Agnès Buzyn. Et on voit qu'on peut aussi sauver des vies là-bas avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de matériel et pas les mêmes pratiques. Au final, je pense que des fois, on apprend même beaucoup de choses là-bas, comme vous disiez, avec moins. Et ça peut irriguer aussi notre pratique, dans le sens où quand on revient, on se dit telle ou telle chose, je peux les simplifier. Et que ça marche aussi bien, avec peut-être moins de matériel, et en étant plus efficace. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans le cerveau, clique bien après ce genre de mission, en fait. Vous repartez en janvier, prochaine mission? On espère. C'est pas encore décidé? Il faut que la date soit fixée, mais si elle est maintenue, on espère. On attend que le chef nous dise que c'est bon. C'est bon. C'est ça. Alors, on vous accompagnera peut-être d'un peu plus loin, mais on sera avec vous. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. Alors si la question de l'accès aux soins est évidemment cruciale dans certains pays d'Afrique, on vient de le voir, elle l'est aussi également chez nous. Parce qu'elles sont pauvres, isolées, âgées ou handicapées, certaines personnes choisissent de ne plus se soigner ou de mal se soigner. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 20% des ménages qui gagnent moins de 900 € renoncent aux soins. Alors on est allé à la rencontre de ceux que la misère rend malades et de ceux qui les aident à se relever en leur proposant de se soigner. Une seconde vie, c'est ce qui attend les centaines de tonnes de piles qui transitent par ces tapis. C'est aussi grâce à elle que les salariés de l'entreprise ont pu refaire surface, car ce centre de tri unique dans la région est aussi un centre de réinsertion. Pour un public éloigné de l'emploi, souvent victime au départ d'un accident de la vie, et qui ensuite se retrouve en grande précarité, souvent aussi en mauvaise santé. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oh ça va, toi, tiens, j'ai un petit moment, je vais passer dehors, je discute un petit coup du travail. C'est gentil. C'est-à-dire que moi j'ai eu un très très grand accident en 91 de moto. J'ai fait 6 semaines de coma, 1 an de rééducation, à 28 ans, je ne savais plus lire, plus écrire, plus marcher. J'ai tout rappris comme un bébé. Une longue convalescence et finalement un retour au monde du travail grâce à l'association Air qui l'a embauché comme mécano et qui l'a aidé dans son quotidien. Je suis bien content d'avoir eu tes nouvelles. Au niveau de ma vie sociale, c'était surtout pour les papiers,
C'était un soutien. Voilà, c'est un gros soutien. Quand j'avais un problème, je demandais. La première chose qu'ils vous disent, c'est pas je suis en mauvaise santé. Ah bah non, non, du tout. Ils nous disent qu'ils sont capables de travailler, qu'ils sont... voilà, alors que on peut des fois constater une forme de déni. Ce qu'on retrouve partout, c'est les problèmes liés à la précarité, les problèmes liés aux accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, certaines personnes plutôt précaires décrochent, ne font plus leur démarche ou ne font plus leurs soins, les soins qui seraient nécessaires. Moi, j'ai eu des moments où j'étais... Au fond du trou. Ah ouais. Et du jour où j'ai connu R, la tulipe s'est ouverte, quoi. Et c'est parce que le travail des associations se fait au plus près du terrain que l'Agence régionale de santé a choisi de les impliquer dans les dispositifs de soins à destination des plus démunis. Elle fait aussi appel aux acteurs plus traditionnels comme les hôpitaux. Ici, au centre hospitalier universitaire de Besançon, c'est une équipe pluridisciplinaire qui accueille des patients qui n'ont aucune couverture sociale. Il a trop mal à la tête. D'accord. Parce qu'il y avait, en fait, il y avait des traces en fait que quelqu'un il a tapé quand elle était au Soudan. D'accord. Vous avez été battu au Soudan. كنت يعني في حد ضربك يعني. لما كنت في السودان. في السودان. Oui, quand elle était au Soudan. D'accord. En Bourgogne-Franche-Comté, il existe ainsi 20 permanences d'accès aux soins de santé. D'accord. À partir du moment où quelqu'un ne vient pas, ne peut pas spontanément aller se faire soigner ailleurs, ben on va l'accepter, l'accueillir. Et ici, comme dans tous les dispositifs, l'assistante sociale joue un rôle clé, car c'est elle qui va permettre le retour au droit commun et faciliter la prise en charge à l'extérieur. On en parle aussi avec l'équipe, avec le médecin, et ça nous permet aussi de faire un lien, voilà, moi de ce que j'ai ressenti lors du rendez-vous, les phrases qui m'ont interpellée, l'appel à l'aide. L'accueil sur le territoire français des personnes que nous on voit en consultation et pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait, de ce qu'on imaginerait. On découvre effectivement dans cette pratique que certaines personnes peuvent rester plusieurs semaines à la rue, que certaines personnes vont être réadressées dans d'autres pays. Et là encore, les liens avec l'associatif prennent tout leur sens. Car en dehors de cette permanence à l'hôpital, les sans-droit, migrants ou non, n'ont qu'une seule autre adresse pour se faire soigner, ce centre de la Croix-Rouge, tout juste ouvert au centre-ville de Besançon. Je pense, j'espère que les médecins français pourront résoudre le problème de mon oncle et qu'il pourra remarcher. Je vous le souhaite. Une dizaine de bénévoles, dont 5 médecins, reçoivent 2 fois par semaine et espèrent bientôt être rejoints par d'autres. Donc voici, ici, ce sera le cabinet dentaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et une demande forte de la part des personnes qui n'ont pas de couverture sociale pour se soigner les dents. En gros, j'avais pas de logement alors. On m'a réfugié, quoi. En attendant. Se soigner quand on n'a pas ou plus de couverture sociale est toujours compliqué, impossible. Quand on n'a même plus de toit, Henri bénéficie d'un lit halte soins santé. Il sort tout juste d'un séjour à l'hôpital. L'idée, c'est d'ouvrir la porte le maximum de fois possible, même sur des petits séjours, et de respecter effectivement les personnes qui souhaitent retourner à la rue, et au fur et à mesure d'engager, d'avoir un dossier sur M. Laborde du coup depuis plusieurs années, et puis au fur et à mesure de pouvoir aussi s'apprivoiser mutuellement, sans que ça soit péjoratif, et puis d'avancer sur un projet logement dans l'idéal. Je viens ici pour me faire retaper, et puis après, hop, du bon. Ces lits de soins pour SDF existent aussi dans le Jura. On y retrouve l'association d'insertion R qui a été chargée de leur gestion sur le site du centre de post-cure de Blétran. Tu sais pas s'il a vu l'assistante sociale? Là, je sais qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Si, je pense. Ouais. Ce serait bien aussi de voir. C'est quelqu'un qui n'a pas de logement extérieur. L'intérêt, c'est pour surtout des personnes qui sont sans domicile fixe
d'avoir la possibilité d'accéder aux soins sur un moment donné où il va plus avoir besoin d'hospitalisation ou pas besoin pour une problématique particulière, mais où justement les conditions de vie à la rue ou dans des centres d'hébergement ne sont pas en adéquation avec la problématique santé. Parce que le gros problème souvent chez ces gens, c'est de leur faire suivre leur traitement, c'est de... Tout simplement prendre les médicaments. Voilà, c'est souvent ça. Si on les laisse comme ça, si on les laisse dans la nature, il n'y a plus rien, quoi. Pour eux, la première chose, c'est la liberté. C'est ce à quoi ils pensent en premier, avant de penser au traitement, avant de penser à l'hospitalisation ou à la médication. Par rapport à d'habitude, il m'a dit j'ai même hésité à vous appeler, mais bon, je voulais que l'équipe sache que j'allais bien. Puis, C'est bien parce qu'il a intégré que c'était l'équipe. Infirmière, assistante sociale, coordinateur et médiateur, l'équipe réunie autour de la table ce matin gère un tout nouveau dispositif expérimenté à Besançon et appelé un chez-soi d'abord. Des appartements proposés à des sans-domicile fixe atteints de pathologies psychiques. Et l'originalité du projet, c'est de partir de l'expérience d'un ancien malade pour ramener la personne vers le soin. C'est juste pour faire les transferts d'appel, par exemple. C'est mon passé qui me donne le poste que j'occupe, en fait. C'est mon diplôme, en fait. Je ne suis pas assistant social, j'ai un vécu, je suis schizophrène, et j'ai été moi-même à la rue pendant plusieurs mois, plusieurs années, quoi. Et j'ai l'expérience du soin. La personne, elle est dans la rue. On lui trouve un appartement qu'elle a choisi. Hein, et à partir de là, on va composer avec comme elle est dans l'ici et maintenant. Et si elle a des problèmes d'addiction, si elle ne veut pas prendre de traitement, on fait avec. Et voilà, on a une approche très pragmatique, un problème après l'autre, et on résout tranquillement, on avance comme ça. J'étais alcoolique, polytoxicomane et fumeur, voilà. La totale. Donc j'ai tout arrêté, moi, ou presque tout. Et donc quand je vais chez les gens, je me rends compte du tabac, par exemple. Je me dis, je mesure tout le travail à faire, on va dire. Mobilisé à tous les niveaux pour détecter les populations qui ne se soignent pas ou plus, c'est l'objectif affiché par l'État. La protection maternelle infantile encadrée par les départements a fait ses preuves en la matière. Le médecin nous avait prescrit de l'homéopathie la dernière fois. De 0 à 6 ans. Alors, on va faire un nouveau jeu maintenant les filles, d'accord? Allez, le bleu. En consultation, en visite à domicile ou à l'école, quasiment tous les enfants y sont vus et les familles accompagnées. Ils m'ont aidé dans l'acceptation de la grossesse, enfin dans plein de choses différentes, dans le suivi après, quand elles sont nées. Le fait de ne pas avancer du tout l'argent, de devenir complètement libre, ou même si ils ont oublié les papiers, on revoit la prochaine fois. Je pense que ça leur permet de venir plus librement, puis comme ça on fait la priorité, la santé des enfants. 89. Parfait. On a des exemples vraiment frappants où des gens qui peuvent venir nous voir et nous dire qu'il nous reste 40 € alors qu'on est à peine le 15 du mois. Donc voilà, il faut trouver une solution. Repérer, c'est déjà aider. Et si les enfants ont droit au dépistage systématique, les adultes, eux, peuvent rester des années sans se soigner. À Vesoul, la caisse primaire d'assurance maladie a mis en place des agents dédiés qui entrent en contact avec des assurés que les services sociaux ou les associations ont identifiés comme très éloignés du soin. Oui, bonjour madame. À aujourd'hui, vous renoncez à plusieurs soins. Depuis quand exactement? 8 ans. Moi, je vais seulement vous accompagner. Isolement, précarité, délai de rendez-vous trop long, reste à charge très élevé. Les raisons du renoncement sont multiples et provoquent des drames. Et on gardera contact. Nora évoque cette femme de 35 ans qui a perdu toutes ses dents et ne peut pas se payer des prothèses. C'est une dame qui va de plus en plus sortir du système société. Ses enfants, les amis de ses enfants ne viennent pas jouer à la maison parce que maman n'a pas de dents. C'est pas... Voilà. C'est une honte au quotidien. Accompagnée, soutenue, la jeune femme pourra bénéficier du fonds social de la caisse primaire. Nous travaillons avec 3 cabinets infirmiers. Autre gros dispositif en Haute-Saône, ce centre d'examen. Pour réaliser l'intégralité
de tous les examens paracliniques. Et si tous les assurés ont droit à un bilan, on y reçoit en grande majorité les plus démunis. On a une demi-heure de consultation, ce qui permet d'avoir quand même du temps pour aborder les autres problématiques avant de parler de la santé. Et ensuite, il y a quand même un climat de confiance, on est dans l'empathie, ce qui veut dire qu'on part des priorités de la personne, on n'est pas du tout là pour faire un jugement, mais on est tout le temps dans le renforcement positif des actions qu'elle a déjà mises en place. Une main tendue, un toit pour quitter la rue, un lieu pour se reconstruire, les malades en situation de précarité ne remontent la pente qu'à ce prix. À l'image de Gilles, hébergé à l'Agora, en longue maladie à la suite d'une dépression. Personne n'a l'abri d'un coup. Faut pas se croire, on va dire, supérieur, entre guillemets. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand, ça ne prévient pas. Ou encore de Philippe. Oh, la star est là. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Qui a pu bénéficier d'un appartement de coordination thérapeutique pendant 2 ans. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec un cancer, une situation sociale où j'étais au RSA et j'avais plus de foyer, puisque la maison où j'étais était insalubre. Pendant les soins et après, tous les frais liés à son logement ont été pris en charge et Philippe a été soutenu par toute une équipe, médecins, psychologues, infirmiers ou travailleurs sociaux. Aujourd'hui, il va bien et a été autorisé à rester dans l'appartement, mais c'est désormais lui qui paie son loyer. Ah bah oui. 2 ans dans une vie, c'est très rapide. Et puis de pouvoir à nouveau refaire des activités, profiter, reprendre confiance en soi, médicalement aller mieux. C'est de l'assistanat, c'est vrai, je crois, mais ça vous permet de vous reconstruire. Si on n'aide pas les gens au départ, ils ne se reconstruisent pas. Pour moi, c'est pas de l'assistanat, non. C'est vraiment un accompagnement, une parenthèse, un tremplin dans la vie pour après avoir cette belle réussite que Philippe nous exprime aujourd'hui. Belle. Ouais, bah si, ouais. Moi, je suis fière de vous, en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de région. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.